Et comment ils vont mes voyous, les amis? Martial, Martial. Eh, Stéphanie te réclame, Martial, t'es obligé de venir. Elle a écrit Martial, Martial 2 fois, c'est-à-dire une longue insistance, une grosse insistance. Allez. Hein? Voilà, je suis en mode chamallow en plus. Mais il est chamallow, mais on veut un philosophe chamallow, viens. Je suis en mode chamallow. Allez, viens, on chamalote. On chamalote. Le passé, c'est ChatGPT, l'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous, les gars. L'avenir, c'est nous. Deux philosophes de 2 générations différentes. Comment on pourrait faire pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de citer des philosophes pour philosopher, putain. Ouais, je sais pas. Faut que la philo elle soit opératoire en fait. C'est pas juste des concepts, des anciennes idées. C'est comment elle nous aide dans notre vie. En fait, c'est quoi nos problèmes. Je crois que la philo elle nous aide à être humain en fait. À être entre nous, à être humaniste, à être curieux de l'autre, à être gourmand, à essayer de créer des connaissances tierces ou. Ouais. Elle sert pas à les analyser. Enfin, moi en tout cas, je la vois pas comme ça. C'est pas de l'érudition pour épater Ouais, ou pour remplir des QCM. En fait, c'est l'amour de la sagesse, même si on reprend la sémantique. sûr. Du coup, Bien pour sûr. aimer la sagesse, c'est la sagesse pratique. On n'est pas voué à être des dictionnaires ou des encyclopédies sur pattes. Je pense c'est comment on fait de la philo pratique, c'est comment on s'améliore la vie à nous et à notre entourage. Et une fois que t'es arrivé au bout de tes objectifs, t'es même pas sûr d'être satisfait, c'est ça le pire. Il y a un truc où tu t'es un petit peu mis en parenthèse, t'as oublié de vivre, t'as oublié de découvrir, d'expérimenter pour atteindre ces objectifs. Quelle est la vraie question que vous vous posez? C'est une vraie question que je vous pose. Quelle est la vraie question que vous vous posez? Ça se trouve, vous n'en avez pas. Et ça, c'est triste. Ça veut dire que vous n'êtes pas philosophe dans la vie. Parce que être philosophe dans la vie, c'est d'abord avoir une question qu'on rumine. Une question qui est tout le temps là, présente. Et c'est pas grave qu'on n'ait pas de réponse. C'est pas grave. Mais au moins, on cultive la question. C'est ça, philosopher. C'est cultiver la question. Et la philosophie qu'on vous apprend en citant des abrutis morts d'il y a 2 siècles, c'est en fait, vous ne cultivez pas la question. Vous cultivez les réponses. Et vous avez 50 réponses. Alors, quand t'as dit ça, machin a dit ça. Mais ça, c'est pas de la philo. Je sais pas comment vous le dire. Et c'est vrai qu'il y a plein de profs de philo qui ne font pas de la philo. C'est vrai, c'est dramatique. Ils donnent des réponses. Ils n'apprennent pas la démarche qui consiste à dire quelle est ta question. On devrait finir la classe de terminale et demander à tous les élèves, maintenant que tu as fait 1 an de philo, quelle est ta question à toi? Celle pour laquelle tu auras encore 5 ans de réflexion avant de pouvoir essayer d'y répondre. Ouais, et ça, on ne cultive pas ces questions. Donc, et ce que je vous dis est très sérieux, hein, j'ai un ton déconnant, mais c'est très sérieux. Si vous n'avez pas une question à ruminer tous les jours, vous n'êtes pas dans la philosophie. Ah, vous êtes à côté de la vie pour moi. Du coup, c'est quoi ta question, toi, que tu rumines tous les jours? Ah, c'est une bonne question. La question, moi, c'est comment on fait société. Ouais. Comment on s'entend, comment on unifie les voix, comment on s'accorde. Voilà, c'est ça ma vraie question. Comment on tue l'individualisme en fait. Ah ouais, putain, ça c'est une vraie question. Eh, c'est ma question aussi, ça. Je te la vole. On est une société quand même qui a été désorganisée. Ouais. On s'entend plus. Ouais. C'est avoir l'actualité. Je crois que ma question c'est comment, ça va paraître complètement niais, comment on pourrait valoriser la gentillesse? C'est un peu niais, mais tu vois, pourquoi la gentillesse, c'est être un benet, être idiot? Pourquoi on ne fait pas de la gentillesse envers les autres une force politique? Donc ça rejoint le faire société, tu vois. Mais je trouve que les gens sont facilement dans l'ego. Moi, j'en ai marre de l'ego. D'ailleurs, moi, j'ai fait un tri depuis 2-3 ans. J'ai plus beaucoup de gens dans l'ego à fond autour de moi. Hein. J'ai fait un tri naturel. Hein. C'est vrai que la gentillesse, elle n'a pas toujours des bénéfices. Ouais. En fait, maintenant, hein. Ça peut être vu comme une fragilité. Ouais, lui, il est gentil. Enfin, ouais. Vite un truc un système de traîtrise en fait, qui s'organise. La gentillesse, on va la ponctionner, on va la vampiriser, on va la sucer, on va la... C'est le bolos, quoi. C'est ça, pas le beau gosse. Ouais. Bolos. En fait, c'est vrai que comme on fait société, c'est vrai que ça complète très bien. En fait, très bien. Une très bonne... c'est vrai que si on revalorise la gentillesse, déjà, on a une autre boussole morale, en fait. Ouais. Et ce qui m'apporte à cette question, c'est que je vois les enfants, j'ai des enfants assez jeunes, 11 ans, 9 ans et 5 ans, et les enfants, en fait, ils adorent la gentillesse. C'est très bien d'être gentil quand t'es enfant. Alors, il y a des moments où ils sont méchants, mais c'est scandaleux. Quand un enfant est méchant envers un autre enfant, c'est un scandale. Et celui qui est méchant, il sait qu'il fait un scandale. C'est scandaleux d'être méchant, en fait. Et après, on s'habitue à cette méchanceté. Et elle devient presque un truc à la mode. C'est ça, la vraie gentillesse. C'est être bon sans croire au paradis, je pense. Ouh, ça sonne la punchline, il est en légende. C'est Martial qui est en légende pour l'instant, les amis. Je répète la question que je vous pose. Personne n'y répond. Quelle est votre question qui vous taraude? Quelle est la question obsédante que vous avez? Allez-y.
Comment vous faites pour être aussi beau? Ça, c'est ma question. Oh, c'est mignon, Ashraf. On n'est pas beau, on philosophe. Tous ceux qui philosophent sont beaux. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui philosophait vraiment? Attention, je répète ce qu'est la philosophie. Une question qu'on nourrit. Nourrir une question et nourrir la rage de se questionner. C'est ça, la philosophie. Ceux qui veulent nourrir des réponses ne peuvent pas être beaux. Ceux qui nourrissent la rage de répondre à tout prix, d'être expert, de dire je sais, et de ramener tout à leur ego, bah, ils peuvent pas être beaux. Même s'ils ont les traits plastiques de la beauté, ils ne peuvent pas être beaux. La beauté, c'est la philosophie, mes amis. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Platon, hein. C'est Socrate. Alcibiade, le plus beau gars d'Athènes, Alcibiade, jeune homme fougueux, ambitieux, disciple de Socrate à ses heures, bonne famille, tout ce qu'il faut. Eh bien, Alcibiade, il trouvait Socrate, qui était réputé pour sa laideur physique, extrêmement beau parce que son âme était belle. Donc, philosophez et vous serez beaux, les amis. Je suis sûr que tous ceux qui philosophent là ce soir sont beaux. Comment savoir qu'on est dans le vrai? C'est pas la question. C'est la réponse, ça. Tu es Ashraf, tu es encore dans l'idée de c'est quoi la réponse? Je veux dire la vérité, je veux être dans le vrai. Qu'est-ce que j'y gagne? Essayez de changer votre vision du monde, les amis. Arrêtez de vouloir le vrai, arrêtez de vouloir la réponse. Essayez de dire la question. Je vous jure que c'est la plus grande leçon de philosophie que je fais sur TikTok ce soir depuis que je fais TikTok, les amis. Je vais vous donner une méthode qui va pouvoir vous faire trouver cette question centrale, votre question. Alors c'est simple, il y a trois choses. La première chose, c'est quand vous vous endormez et que vous êtes dans cet entre-deux, entre le sommeil et la veille, quand les premiers rêves commencent à venir, parce que contrairement à ce que disent les neuropsy, vous savez très bien qu'on rêve même éveillé. Le rêve s'invite tout de suite, c'est pas dans le sommeil profond que l'on rêve, c'est faux. C'est une erreur stupide des neurobiologistes qui analysent le cerveau et qui nous disent « Ah non, il n'y a que dans le sommeil profond qu'on rêve ». C'est totalement faux, vous le savez bien, notre expérience du rêve nous montre qu'à peine on somnole, il y a des images qui arrivent et le rêve commence à s'établir. Bon, donc ça, c'est pas grave, mais c'est pour juste mettre un petit point d'interrogation aux soi-disant résultats de la science concernant le sommeil. Le sommeil, c'est le continent noir de la philosophie. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on doit dormir un tiers de la vie. On ne comprend toujours pas ça. On a l'impression que c'est le cerveau qui se met en ordre, mais ça reste très mystérieux. J'ai ma petite réponse, mais ça serait pour moi une question aussi fondamentale, ça. Donc, quand vous êtes dans l'entre-deux entre le sommeil et le rêve, et je vous renvoie à aller voir la playlist sur YouTube de 13 vidéos avec des invités que j'ai fait, ça s'appelle le laboratoire du rêve. Allez voir, c'est sur YouTube, sur mon YouTube, c'est la playlist Labo du rêve, le lab oratoire, le lab oratoire du rêve. Vous allez voir, c'est une grande réflexion sur le rêve et notamment cette quête d'un rêve lucide. C'est-à-dire je rêve et je sais que je rêve quand je rêve. On continuera d'ailleurs cette aventure sur TikTok. Et bien là, vous avez souvent des formes de récits qui arrivent dans votre esprit et des formes de questions. Et bien mes amis, c'est exactement ça votre question centrale. Et donc là, j'aimerais que vous réfléchissiez hier soir, avant-hier soir, quand vous vous endormez, quelles sont les images, quelles sont les émotions qui arrivent quand vous entrez dans le rêve, quand vous entrez dans le sommeil. C'est la première piste. Il y en aura deux autres, mais c'est une des pistes, je vous en donne 3 ce soir, pour commencer à comprendre quelle est votre question profonde et fondamentale. Deuxième tips que je vous donne, j'attends que vous répondiez tranquillement, mais méditez-le. Deuxième tips que je vous donne, c'est tout simplement, votre question essentielle, c'est ce qui fait votre image auprès du groupe d'amis. On a un groupe d'amis et ils savent très bien quelles sont un peu vos marottes, votre façon d'être vous-même finalement. Et vous êtes reconnu en tant que tel. Donc c'est votre surnom, comment on vous appelle, comment on vous qualifie. Et bien votre groupe d'amis sait quelle est votre question essentielle, même si vous ne le savez pas vous-même. Retenez bien ça. Les autres vous renvoient, alors sous forme d'humour, ils vous chambrent, ils vous vannent, mais ils vous renvoient un tout petit peu à votre question fondamentale, même si vous ne la voyez pas. C'est le deuxième type que je vous donne. Et donc la question que je vous dis, c'est quelle est votre image auprès de vos amis? Qu'est-ce qu'on renvoie de vous auprès de vos amis? Le mec qui se prend toujours la tête sur, la fin dans le monde, le mec qui se prend la tête sur la nature et l'écologie, le mec qui se prend ou la nana qui se prend la tête sur la mode, est-ce que je suis bien habillé, on vous appelle victime de la mode, je sais pas. Votre surnom, votre image de marque auprès de vos amis révèle votre question fondamentale, votre brûlure intime. Quelle est la vraie religion? Ça, c'est de la question, Lumière. Bravo. Lumière, t'es en légende. Bravo, t'as réussi. Là, ta question là que t'as posée,
tu as formulé une question, je suis sûr, parce que je te connais un peu depuis l'année dernière, je suis sûr que c'est une question profonde pour toi. Et je suis sûr que c'est très, très profond pour toi. Et elle est magnifique, cette question. Et plutôt que d'essayer d'y répondre, essaie de la nourrir, essaie de la creuser. Et c'est ça, Philosophie Lumière. Alors bien sûr, tu vas trouver des gens qui ont répondu à ça. Tu vas lire il y a des gens qui ont consacré leur vie à cette question-là. Tu vois, quelle est la vraie religion? Mais c'est une question fondamentale. Je pourrais après te citer quelques auteurs qui ont essayé d'y répondre à cette question. Alors, il y a un Hongrois qui est magnifique, mais il est hongrois. Ce qui est magnifique avec ChatGPT, c'est qu'il traduit toutes les langues. Et du coup, maintenant, je découvre des pans entiers de littérature où je n'avais pas accès parce que c'était même pas traduit en anglais. Et là, je suis en train de découvrir un philosophe hongrois que je connaissais juste un peu. Et c'est vraiment la question qu'il pose. Il s'appelle Béla Hamvas, H-A-M-V-A-S. Il a une œuvre incroyable et c'est très proche de la question que tu poses, Lumière. Quelle est la vraie religion? Et il a vraiment une réflexion incroyable, tu peux le découvrir. Il est connu en France parce qu'il a écrit La philosophie du vin, le vin qu'on boit. C'est le seul qui a écrit sur la philosophie du vin et son livre est magnifique, c'est un petit fascicule trop rigolo. Et il y a que ça qui est traduit en français vraiment. Mais maintenant, avec ChatGPT, tu peux tomber sur des sites hongrois de textes de lui, tu fais copier-coller et tu dis traduis-moi ça, il te traduit tout. Donc c'est le bonheur. Je vous raconte pas le bonheur que c'est pour moi d'accéder à des livres des années 30, 40 en roumain, des livres en suédois, des livres en... Mais c'est hallucinant, il n'y a plus besoin de traducteur. Le truc vous traduit le truc impeccablement. Donc là, je suis en extase philosophique de tout ça. Bon, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte, mais je crois que c'est la première fois qu'on en parle comme ça de ChatGPT. Je pense qu'il faut... À un moment, il faut qu'on atteste que l'immense puissance de l'IA nous permet d'accéder sans traducteur et sans édition, juste parce que c'est sur Internet, à la philosophie mondiale. Un auteur comme Béla Hamvas, donc un Hongrois qui a une œuvre, qui est un des philosophes les plus importants de la Hongrie, qui a repris un peu l'ésotérisme de René Guénon, mais qui a vécu la révolution de 56, qui a vécu, qui a arrêté d'ailleurs d'écrire dès que le totalitarisme s'est abattu sur lui, il a arrêté d'écrire, les livres n'ont pas pu être publiés, enfin c'est une vie incroyable. Il a écrit beaucoup sur le phénix, qui est l'animal qui est symbolique, qui est le plus cher à mes yeux. Béla Hamvas, maintenant, moi, je peux y avoir accès parce que je fais copier-coller un texte en hongrois et ChatGPT me le traduit. Voilà. Et ça, il faut que ça soit dit. Et c'est ce soir qu'on le dit, mes amis. C'est ce soir qu'on le dit. J'accède à la philosophie mondiale sans passer par des éditions et des traductions juste parce que c'est sur Internet. Youhou! Et même si c'est pas sur Internet, mes amis, je fais une photo des pages d'un livre en roumain ou en hongrois. Il suffit que j'ai le livre que je peux acheter en Hongrie. Et les photos, ChatGPT les lit, comprend que c'est du hongrois et me traduit la page, mes amis. Donc il suffit d'avoir n'importe quel livre et vous avez la traduction. C'est quand même exceptionnellement puissant. En tout cas pour des chercheurs comme moi, c'est quand même le paradis. Je vis ma plus belle vie en ce moment en termes intellectuels. Pourquoi? Question de Loni. Pourquoi utilisais-je la provocation dans l'espoir d'être aimé au risque de déplaire? Quelle belle question. Y a-t-il une morale universelle? Très belle question. Pourquoi chercher un sens à cette vie alors qu'elle n'en a pas et ne pas l'accepter? Alors, elle n'en a pas, tu réponds. J'aimerais que tu reformules cette question, Nao, mais sans répondre. Essaie de vraiment poser la question. Je vous ai dit, premier tips, quand vous vous endormez, quelle est l'image qui vous vient? Deuxième tips, quand vos amis se moquent un peu de vous et vous chambrent, c'est quoi votre image auprès de vos amis? Le troisième tip, c'est simple. Quand vous êtes dans une librairie, ou quand vous êtes dans une bibliothèque, ou quand vous êtes devant des livres ou chez un ami, votre regard s'accroche à des détails nouveaux. Quand vous êtes dans un nouvel appartement, une salle d'attente, votre regard va s'accrocher à des choses et va être retenu par des choses. Et bien par quoi votre regard est retenu? Quand vous êtes dans une librairie, vous allez dans quel rayon? Et qu'est-ce qui vous plaît? Même si c'est le rayon manga, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi chez les mangas qui vous retient? Quel est votre curiosité intellectuelle, si on la laisse librement s'épanouir dans un univers où elle peut être rassasiée, vous allez naturellement vers quoi? Et ça vous donnera votre question cœur noir, c'est-à-dire votre question intime. Celle, Noé, je te réponds, celle qu'il faut creuser au moins pendant 5 ans. C'est des questions de 3, 4 ans, 5 ans. Donc Noé, comment creuser la question? Une fois que tu as ta question, en fait, tout ce qui va apporter des réponses, tu vas être très gourmand d'essayer d'y répondre. Et donc, tu dois écrire sur ton cœur noir. Écrire.
Écrire et rechercher. Tu fais des recherches, mais tu écris. Tu ne te contentes pas d'absorber des livres de gens qui ont répondu à ta question intime, mais tu te nourris de leurs réponses, de leurs tentatives de réponse. C'est pas toi qui réponds, c'est eux qui répondent. Et toi, tu essaies de faire des objections. C'est-à-dire que ta question, c'est quel est le sens de la vie? Il y a un mec qui a écrit un livre, Le sens de la vie, je vous raconte tout. Tu vas lire le sens de la vie de ce mec, non pas comme une réponse à ta question, mais comme une possibilité de déconstruire ce qu'il apporte comme réponse. Et donc, tu vas lire de façon critique. C'est le jugement critique par rapport à ceux qui ont répondu à la question fondamentale qu'est la tienne qui va nourrir ta question fondamentale. Quand ChatGPT n'arrive pas à trancher la question, c'est que c'est une question qui doit rester question et qui ne doit pas déboucher tout de suite sur une réponse. Vous comprenez? C'est presque un test pour voir, faites-le. Prenez votre question cœur noir, votre question intime, essayez de la balancer à ChatGPT et s'il fait une réponse de Normand, s'il prend aucun risque et qu'il vous renvoie à plein d'auteurs, c'est une très très bonne question. La question intime, c'est la question à laquelle une IA n'a pas de réponse tranchée par définition. Mais vous allez devoir apporter une réponse tranchée. Mais il va vous falloir un peu de réflexion et un peu de temps, comme je vous ai indiqué précédemment. Tu as une question qui t'est chère, c'est ta question cœur noir. Nietzsche répond, critique la réponse de Nietzsche plutôt que de dire oui, mais Nietzsche a raison. Plutôt que de faire des philosophes des éléments de réponse à ta question. Ça, c'est pas bien lire la philosophie. Tu dois faire des philosophes des éléments d'approfondissement de ta propre question. C'est clair? C'est-à-dire que si Nietzsche, pour toi, apporte une réponse à ta question cœur noir, alors il faut que tu critiques Nietzsche pour montrer qu'il n'y répond pas bien, pour maintenir ta question dans sa vivacité, dans sa brûlure, dans son impatience, et du coup aller plus loin dans le questionnement. Tu comprends? Plutôt que de dire « un philosophe a répondu à ma question », essaye de te dire « un philosophe a mal répondu à ma question ». À mal, c'est-à-dire que je vais critiquer la réponse du philosophe pour faire gagner ma question sur sa philosophie. C'est assez profond ce que je vous dis là, et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Là, je vous fais vraiment une leçon de devenir philosophe, les amis. Pourquoi tu as développé cette méthode, Victor? J'ai développé cette méthode pour tuer le bac. Mon but est de détruire le bac, parce que je suis quelqu'un de gauche. Et donc, quand on est à gauche, on ne veut pas de bac. Parce que le bac, c'est fait pour que 30% des élèves n'accèdent pas aux études supérieures. Le bac, c'est fait pour faire cette constante macabre qui est d'exclure des citoyens des études supérieures. Moi, je suis pour qu'on fasse tous des études supérieures et qu'on n'ait pas besoin d'un bout de diplôme pour pouvoir suivre des cours à la fac, pour pouvoir apprendre et s'instruire tout au long de la vie. Donc, je suis là pour détruire le bac. Je commence par la philo parce que c'est un domaine qui est mon domaine, tout simplement, et parce qu'on peut montrer que le bac ne sert à rien puisque la méthode Wayhout vous apporte une très bonne note, les doigts dans le nez. Voilà, grosso modo, tu as, Victor, un résumé de ma pensée. Alors, tous ceux qui se disent de gauche et qui disent le bac c'est vachement bien, sont pas de gauche, ils sont de droite, tout simplement, et ça arrive au meilleur. Peut-on trouver la paix intérieure avant de mourir? Et comment? Très belle question, cœur noir, Lumière. T'es inspiré, dis-moi. Peut-on trouver la paix intérieure? Et comment? Tu y réponds un peu, t'es une coquine, tu y réponds un peu, Peut-on trouver la paix intérieure avant de mourir? Et comment? Ah, c'est beau. Tu sais, ça me fait penser à un film, alors très pop culture, ça me fait penser au Dernier Samouraï. Je sais pas si tu as vu ce film, qui est un de mes films cultes, je sais, vous allez pouvoir me critiquer, mais bon, avec Tom Cruise. Et en fait, à la fin, c'est ça. Le film finit et il dit, et peut-être qu'il a trouvé ce que nous cherchons tous et qui est tellement difficile à obtenir, un tout petit peu de paix intérieure. C'est hyper beau, cette fin. GPT peut-il vraiment répondre à une question existentielle vu qu'il est dépourvu d'intimité? Oui, mais il peut comprendre, en tout cas, il va comprendre ta question, ça c'est une certitude, et il va essayer d'y apporter une réponse, ça c'est une certitude. Donc rien que pour ça, ça a de la valeur. Donc après, mon dernier livre parle de ça. C'est un livre que j'ai écrit en 2021 qui annonce ChatGPT, mais puissance 1000, puisque c'est un livre futuriste, un dialogue socratique. Le monde est flou, tu peux aller voir. Le monde est flou, l'avenir des intelligences. Milite-t-on pour combler un manque? Waouh, Lumière, t'as des magnifiques questions. Je rappelle quand même que je lance une revue internationale qui est ouverte à tout le monde. J'attends vos textes. Ça s'appelle Philarchie, vous allez en entendre parler. Et c'est ouvert à tout le monde, diplômés, non diplômés, grands philosophes, comme poètes, comme slameurs, comme rappeurs. Voilà, donc prévenez vos amis, ceux qui écrivent, ceux qui sont un peu obsédés par l'écriture et qui ont une question brûlante. Le premier numéro portera sur le thème « La fureur de dire ». La fureur de dire, et quand je dis une revue, c'est carrément un livre. C'est un livre collectif, c'est 2 numéros par an, voilà, en français et en anglais.
Comment peut-on être sûr d'avoir trouvé la bonne question? Alors, une bonne question, quand tu as la question cœur noir, la question intime, d'abord, c'est une question, elle te fait plaisir comme question. Il y a vraiment un plaisir. C'est important d'ancrer le questionnement intime dans la satisfaction de la question. Normalement, on est satisfait quand on a une réponse et la question est plutôt urticante, plutôt quelque chose qui te gratte, quelque chose qui t'empêche, tu vois. Mais la question cœur noir, c'est une question, tu te vautres dedans, tu patauges dedans, tu jouis de la question. Elle t'apporte une satisfaction. C'est pas toutes les questions qui t'apportent une satisfaction. Et ensuite, deuxième critère, quand des gens répondent à cette question, tu as envie de leur dire, dégagez, c'est ma question, vous n'avez pas le droit d'y toucher, même si tu vas voir quand même ce qu'ils ont écrit. Tu as l'impression que c'est ton truc, tu vois. Nietzsche répond à ta question, mais non, mais vas-y, dégage Nietzsche. Et c'est comme ça que tu vas être critique envers les auteurs qui osent s'approprier ta question intime, parce que justement, tu vas être critique parce que tu vas faire de cette question ta question. Et du coup, la réponse que tu vas essayer d'y apporter, en mettant toute ton énergie, ton savoir-faire et ton écriture, et ton sang et ton âme et tes nuits blanches, et tes cauchemars noirs, eh bien, quelque part, c'est toi qui auras la réponse. Il y a une sorte de compétition invisible, pas une compétition, une émulation, avec tous ceux qui sont comme des concurrents, qui veulent répondre avant toi à la question, qui ont déjà répondu à cette question, tu vois. Et donc, quand tu sens que cette question te satisfait en tant que question, pas en tant que réponse, et que tu sens que tous ceux qui s'occupent de ça, tu dis, mais lâchez-moi, c'est à moi, un peu comme si c'était ta copine, tu vois. C'est ta copine et tu dis, mais dégagez, elle est à moi, tu vois. C'est ma question, bordel, laissez-la. Et du coup, tu vas être critique. Voilà, quand tu défends ta question vis-à-vis de ceux qui ont déjà répondu, qui ont osé y répondre, et que tu supportes pas leur réponse parce qu'il n'y a que toi qui peux y répondre, tu es sûr que c'est ta question cœur noir. Noé, j'espère t'avoir répondu. Merci parce que tu as tellement un très bon questionnement ce soir, Noé, que tu m'obliges à des réponses, je vais pas dire très bonnes, mais en tout cas bien travaillées. La bonne question se cuisine et c'est ça ta pensée. Nos pensées les plus nôtres, c'est les questions qu'on se pose, ce ne sont pas les réponses qu'on apporte à des questions immémorielles. C'est les questions que tu te poses qui font ta pensée. La pensée, elle est qualifiée par les questions que tu te poses et certainement pas par les réponses que tu apportes. D'accord ? C'est ça être philosophe. Creuser une question et ne pas se contenter des réponses des autres, de dire c'est ma putain de question et les autres vont vous dire mais vas-y réponds, tu vas faire un livre et puis un deuxième livre et puis un troisième livre et ça tournera toujours autour de la même question. Parce qu'en fait ce que t'aimes c'est pas la réponse. Ce que t'aimes c'est la question.